Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition. Au sommaire de ce matin, le président Macky Sall a présidé hier la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Le thème de cette année est axé sur la protection de la vie privée. Le bâtonnier de l'ordre des avocats, Mamadou Seck, a rendu un vibrant hommage au président Macky Sall. Coupe d'Afrique des Nations, les Lions du Sénégal ont repris les entraînements hier. Tous étaient sur la pelouse, sauf Pape Gueye, laissé au repos. Les Sénégalais qui mettent le paquet pour aborder avec sérénité les huitièmes de finale face à la Côte d'Ivoire, pays organisateur. Vous l'avez constaté, cette poussière qui couvre le ciel depuis le début de la semaine. Selon la météo, le pays restera couvert jusqu'à dimanche. Le phénomène n'épargne personne, même les pêcheurs dont les activités sont au ralenti. Gouvernement du Sénégal de 1957 à 2023, les hommes et les femmes du pouvoir exécutif. C'est le livre encyclopédique qui vient d'être publié par le journaliste Samba Mangane, qui sert aujourd'hui dans la diplomatie. Nous l'aurons en direct avec nous dans ce journal, vous le voyez, depuis le consulat du Sénégal à Lyon. Bonjour et bienvenue. Le chef de l'État a présidé hier la rentrée solennelle des cours et tribunaux. La protection de la vie privée est le thème de cette année, un sujet qui nous interpelle tous au plus haut point dans un contexte de frénésie des réseaux sociaux. Au-delà des textes, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, appelle à une prise de conscience vis-à-vis de nos propres valeurs de culture et de civilisation. Oumar Nying revient sur la cérémonie. La rentrée des cours et tribunaux s'inscrit dans le respect du calendrier républicain, justifiant la présence du chef de l'État. Cette année, la protection de la vie privée est au cœur de l'audience solennelle. Dans un monde marqué par l'explosion des technologies de l'information en particulier et de la communication, et la frénésie des réseaux sociaux, la vie privée, fondement de l'intégrité physique et morale, est aujourd'hui plus que jamais exposée et menacée dans son existence. Officiel ou privé, nul n'est épargné. À telle enseigne qu'on peut légitimement se demander ce qui reste de la vie privée, surtout lorsque tel ou tel aspect qui en relève est utilisé dans une volonté manifeste de nuire. Un respect du droit à la vie privée requiert une bonne compréhension de la problématique, pourtant prise en charge par un dispositif juridique et un ensemble de réformes prises dans ce sens. La vie privée constitue un droit de la personnalité qui comporte des aspects patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Elle s'entend de la préservation de l'intimité de la personne. Peuvent être rangées dans ce domaine les informations relatives à l'image, à la vie familiale, aux convictions religieuses, à la santé, au domicile et aux autres attributs de la personnalité. Sur la base de ces dispositions, le juge peut sanctionner toute atteinte à la vie privée d'une personne, notamment par intrusion dans celle-ci par un tiers, et surtout par la publication d'éléments de cette vie sans l'accord de l'intéressé. La seule constatation de l'atteinte ouvre droit à réparation. La Commission de protection des données personnelles, autorité administrative indépendante, dotée de pouvoirs de sanction, a été mise en place pour rendre effectives les dispositions de la loi 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel. Plus récemment, le Code des communications électroniques a été adopté. En ses articles 36 et suivants, il édicte de manière explicite la nécessité de protéger la vie privée ainsi que les données personnelles des utilisateurs. Quant à la loi 2016-29 du 30 novembre 2016 portant modification du Code pénal, elle conforte la répression des atteintes à la vie privée, notamment par l'amélioration des dispositions pénales relatives à la lutte contre la cybercriminalité. Face à ce droit fondamental, l'État n'est pas resté insensible. Mais la protection de la vie privée doit impliquer une prise de conscience collective,
selon le président de la République, Macky Sall. C'est lorsque chacun a pleinement conscience de ses propres responsabilités vis-à-vis du contrat social que la vie privée et l'intérêt général sont mieux protégés. Je ne parle pas ici du contrat social au sens de Jean-Jacques Rousseau. Je pense plutôt à nos propres valeurs de culture et de civilisation qui nous enseignent les vertus et lois de la vie en société. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier Président. Nous avons nos valeurs de culture et de civilisation. Am jom, am janubir, c'est pour le secret. Am ngor, am kersa, ak teggin, am sutura. Voilà les valeurs ancestrales connues de toutes les composantes socio-culturelles de la nation sénégalaise et qui constituent autant de barrières morales à ne pas franchir par respect pour la dignité humaine. C'est en pratiquant ces valeurs que nous revitalisons les fondements de notre vivre ensemble. Et c'est à cela que je convie chaque citoyen et chaque citoyenne en déclarant ouverte l'année judiciaire 2024. Les échanges et autres discussions de qualité ouvrent ainsi l'année judiciaire. L'institution, en tant que pilier de la démocratie, devra faire face aux enjeux et défis liés à son fonctionnement. Voilà donc le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, qui présidait la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Nous restons toujours dans ce siège avec le respect de la parole donnée, qui est la mère de toutes les normes, au propos du bâtonnier de l'Ordre national des avocats. Mamoudou Seck rend ainsi hommage au président Macky Sall, qui a posé un acte hautement républicain en décidant de ne pas être candidat à la présidentielle du 25 février 2024. Nous écoutons le bâtonnier de l'Ordre national des avocats. Monsieur le Président de la République, Président du Conseil supérieur de la magistrature, au cérémonial de notre audience solennelle de rentrée vient parfois s'ajouter une circonstance qui, sans en changer la nature, en modifie la portée. Votre présence parmi nous aujourd'hui, alors que votre mandature s'achève très bientôt, justifie que l'on vous rende l'hommage que commande l'esprit républicain. Vous avez servi votre pays, notre pays, aux plus hautes fonctions de l'État, par la volonté divine, mais aussi celle de vos compatriotes. Et vous avez décidé de respecter votre parole donnée, de ne pas briguer un mandat de plus. Votre acte a été jaugé, attendu, analysé et jugé dans la confusion des buts qui caractérisent notre époque. Mais au final, son examen ne peut se passer du constat intangible que voici. Vous avez assumé la volonté et l'obligation morale de respecter la parole donnée, la mère de toutes les normes. En cette terre où beaucoup d'entre nous ont rompu le lien avec les principes moraux devant caractériser l'humain, votre acte, pour diverses que soient les interprétations, participe à rappeler à tous, et particulièrement à celles et ceux dont les charges et les missions dans la société exigent qu'ils prêtent serment pour rendre leur office. Le sens de l'engagement de la parole donnée, du pacta sunt servanda. Quelles que soient donc les interprétations, votre décision repose sur une volonté qui a dicté sa propre loi et qui met en exergue la mesure et le sens dans lesquels vous êtes parvenus à vous libérer du moi, mais aussi le courage d'assumer le poids du sacrifice individuel au service de la nation. Cela doit rappeler à tous les acteurs politiques
surtout dans le contexte actuel, l'exigence de l'attitude républicaine pour qu'ils aient toujours à l'esprit que les hommes passent et que les institutions demeurent. Voilà, Mamadou Seck, bâtonnier de l'Ordre des avocats qui rendait hommage au président Macky Sall. Autre aspect de l'actualité, je vous fais d'abord lecture de ce communiqué de la Direction générale des élections. Il est porté à la connaissance des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024 que la carte électorale, c'est-à-dire la liste des bureaux de vote, a été fixée par arrêté numéro 001785 en date du 23 janvier 2024. La consultation peut être faite au niveau des préfectures par les plénipotentiaires désignés fait à Dakar le 26 janvier 2024. Tanor Tchendalefal, directeur général des élections. Démarrage des activités de la 44e édition de la Ziara annuelle de la famille omarienne, actant une conférence sur les pouvoirs religieux, temporels et spirituels. Quelle dynamique interactive pour un mieux-être et le développement durable de la nation. Une rencontre pour revisiter l'œuvre de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Salut Seck. La parole divine pour démarrer cette conférence internationale. Elle marque le début des activités de la 44e édition de la Ziara dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et à Thierno Mountaga Tall. Ceci nous amène à réfléchir sur comment aujourd'hui le monde se comporte. Quels sont les acquis, quels sont les points à améliorer. Et nous avons pensé cette année que la conjonction entre le pouvoir temporel, le pouvoir traditionnel, le pouvoir religieux constitue une pierre angulaire qui devrait être ensemble, soudés, se parler, dialoguer et pour trouver des solutions qui sont compatibles avec les exigences de notre temps. D'éminentes personnalités sont conviées pour mener les réflexions sur la nécessité d'interaction entre les différents pouvoirs pour le mieux-être et le développement durable du pays. Les Ahbab nous ont dit, parlez-nous de l'équilibre de la société, de ses bases, de ses déterminants, de ses piliers, de sa préservation, à travers la responsabilité de ceux qui ont le pouvoir par la grâce d'Allah. Rappelez-nous, nous ont-ils dit, leurs suggestions, indiquez-leur leurs devoirs, indiquez-nous nos droits à nous les gouverner, pour qu'on s'engage tous pour le mieux-être et le développement de notre cher Sénégal. Dans son exposé, le conférencier a relaté les œuvres de Cheikh Omar Foutiyou Tall qui prônait partout la paix, le développement et la cohésion sociale. Il est également revenu sur le rôle de chaque pouvoir dans le fonctionnement de la société. Ce que le pouvoir politique est capable de faire par ses propres moyens, le pouvoir religieux n'est pas assez outillé pour le faire et inversement, le pouvoir politique ne peut pas remplacer le pouvoir religieux. Le monde a changé et ne sera jamais ce qu'il était auparavant. Le pouvoir légal ne doit pas ignorer le pouvoir religieux qui a reconnu sa légitimité et approuvé la société nouvelle de son existence. Ces réflexions sont complétées par les contributions des représentants des familles religieuses. De bonnes expériences pour réussir le pari du développement durable. Nous ouvrons la page de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions se sont entraînés hier après-midi à Yamoussoukro, une séance ouverte à la presse. Tous les joueurs étaient tous au galop, à l'exception de Pape Gueye, laissé au repos à l'hôtel. Nous suivons le reportage de nos envoyés spéciaux, Massiré Faye, Sabassi Faye, Mamoudou Falé et Jitir Notre-Amé. Après un repos de 24 heures, le travail reprend sur les pelouses de l'annexe du stade Charles-Konan-Banny. À l'exception de Pape Gueye, touché au mollet et resté à l'hôtel, tout le groupe est sur le terrain. Les 11 titulaires au coup d'envoi du match contre la Guinée se séparent du reste du groupe pour les étirements et le travail de récupération. Sous les yeux d'Aliou Cissé, les remplaçants, eux, sont à fond. Ismaël Jacobs, brillant lors de la phase de groupe, observe tout cela des airs, même s'il semble moins à l'aise avec un drone. En huitième de finale, le Sénégal affronte la Côte d'Ivoire, pays hôte de la CAN, un match qui s'annonce compliqué. Oui, on sait tous que Côte d'Ivoire, c'est une bonne équipe. Voilà, bien vrai qu'ils ont un peu de difficultés, mais ça ne change rien parce que c'est la CAN. On sait tous que la CAN, ça se joue sur des détails. Voilà, après, on va les aborder
dans la meilleure des façons pour essayer de passer pour la tour suivante. Il n'y a plus de pression parce que c'est soit tu passes pas. Voilà, on essaye de garder notre sérénité pour aborder le match et de le gagner de la meilleure des façons. Contre les éléphants, les lions devront être à 100%. Ils ne craignent personne et sont sûrs de leur force. Le groupe est soudé et l'humilité reste le seul mot d'ordre. Les 2 prochaines séances se feront à huis clos. Aliou Cissé va pouvoir peaufiner sa stratégie loin des regards indiscrets, en espérant que les prières pour la victoire seront entendues. Sadio Mané était l'invité du plateau spécial de la RTS à Yamoussoukro avec la JTR Notre Amé, c'est donc collaborateur. Le buteur des Lions est revenu sur la performance de l'équipe nationale, donc en phase de poule, qui a survolé presque 7 CAN, jamais réalisées. Nous l'écoutons. C'est la première fois, hein, honnêtement. Bon, je dirais tant mieux pour nous. Je pense que cela prouve que nous sommes dans une bonne dynamique et que voilà, c'est exceptionnel. Je pense que c'est pas évident vu que c'est la première fois. Comme je l'ai dit, je savais même pas. Et après, je pense que comme on s'était dit dès le début, on vient ici pour essayer de jouer et essayer de prendre match par match et surtout de gagner tous les matchs, même si on sait que ça va pas être facile, mais à un moment donné, je pense que c'est l'objectif de tout un chacun. Absolument. Et voilà, on savait que ça allait pas être facile, mais avec nous, si on essaie de faire tout ce qu'il faut et en étant sérieux et rigoureux, à mouiller comme on l'a fait, je pense qu'il n'y a pas moyen de gagner les matchs. Et tant mieux, encore une fois, on est content et maintenant, comme on l'avait dit dès le début, c'est 7 matchs, on a fait 3 à Sofa. Donc voilà, on va essayer de rester humble et surtout entamer une autre phase qui va être très important. Et voilà. Et puis dans la même dynamique, Idrissa Gana Gueye, lui est également été sur le plateau. Il est revenu sur le rôle joué par les anciens dans le groupe. C'est le fruit de tout un travail parce que ça fait partie de nos objectifs. Quand on était venu ici, on s'était dit on vient pour gagner tous les matchs sans faire de calcul. On a fait une très bonne préparation et tout le monde est concerné. Il y a l'équipe, le groupe vit bien. Voilà, on écoute bien les consignes du coach. On est à l'écoute, on récupère bien et voilà, les jeunes ils suivent les cadres. Les cadres ils sont là pour montrer l'exemple, pour apporter leur expérience. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en bénéficie, que ce soit les jeunes ou les anciens ou les nouveaux qui viennent d'arriver. Et voilà, le coach aussi s'appuie beaucoup sur ça parce que on est un peu les anciens de cette équipe nationale, on est les cadres, donc c'est à nous de montrer l'exemple. Et je pense qu'aujourd'hui, on est très content du résultat, mais voilà, comme Sadio l'a dit, rien n'a encore joué. On n'est que à la première partie de notre mission, c'était de sortir des matchs de poule. Mais voilà, il faut continuer comme ça, déjà bien se reposer. Et voilà, on a profité aujourd'hui de ce jour off pour savourer un peu les 3 victoires. Et il faut continuer comme ça, voilà. Voilà, Idrissa Gana Gueye finit le premier tour de cette CAN. Des déceptions et des surprises, il y en a eu. Le Ghana, 4 fois vainqueur de la compétition, est éliminé, tout comme l'Algérie. La valse des entraîneurs a commencé en plein tournoi et les éléphants n'ont dû leur salut qu'aux Lions de l'Atlas et les voilà sur le chemin des Lions du Sénégal. La résurrection entretient l'espoir. Entre enseignement d'un premier tour, c'est une chronique signée Oumar Diaw. Elles ne sont plus que 16 sélections nationales sur les 24 du top départ. Une arithmétique élémentaire permet de trouver que 8 équipes n'ont pas été admises à subir les épreuves du deuxième tour plus difficiles à négocier. Parmi les recalés, terme au goût du jour, les recalés de la CAN, un quadruple champion d'Afrique, le Ghana. L'étoile des Black Stars n'a pas brillé, d'ailleurs elle est bien pâle. 2 éditions que l'équipe des frères Ayou n'a pas eu une seule victoire dans la compétition. Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui lui ont manqué cette fois-ci. Concéder 4 buts en 2 matchs, toujours dans le temps additionnel, est impardonnable à ce niveau. Et c'est plus une affaire de joueurs sur le terrain que d'un entraîneur sur la touche. Pourtant, ce sont ces entraîneurs autrefois idolâtrés qui sont vite descendus en flammes et qui sont poussés vers l'inévitable sortie, virés sous les oripeaux d'une démission. C'est le sort qui a été réservé à Chris Hughton
et à Djamel Belmadi. L'Algérie, double championne d'Afrique, n'y arrive plus depuis 2 éditions qu'elle se fait sortir dès le premier tour. Cette fois-ci, ce sont de vaillants Mourabitoun qui empêchent les Fennecs de faire bonne chasse dans un désert partagé. Les Pharaons, cette fois étoilés, ont bien été à la peine avec 3 matchs nuls de 2 partout contre le Ghana, le Mozambique et le Cap-Vert. Le foot lusophone est en train de s'affirmer. D'ailleurs, l'Angola va croiser la Namibie en 8e de finale, une affaire de voisins. Nos voisins scorpions ont dû se délester de leur venin dans un aéronef en hypoxie ou rencontrer des équipes totalement immunisées. Face à la première bande de lions, les Gambiens n'ont rien pu faire. Dans le barreau d'honneur qui les a opposés aux Camerounais, ils ont failli composter le biais retour des lions indomptables mis en cage par le Sénégal. Un miracle que cette qualification des Boys de Song qui ne chantent pas, qui ne rient pas. Mais le plus improbable aura été le repêchage in extremis des éléphants qui parviennent à se faufiler dans le chat d'une aiguille. L'honneur du pays organisateur est sauf et le voilà qui se dresse sur le chemin du dompteur de la brousse, prêt à rugir, donc à empêcher de barrir et à éteindre l'espérance de la résurrection. Ouais, merci beaucoup, Marjo. À présent, les à côté de la CAN, un restaurant sénégalais à Yamoussoukro avec sa particularité dans le pays des éléphants. Découverte donc avec Sarah Lua, extrait de la matinale Kinkeliba. C'est l'un des restaurants les plus célèbres ici à Yamoussoukro et surtout sur cette avenue des Maquis. Ça s'appelle la Teranga. Vous aurez compris qu'on est bien au Sénégal. Ce restaurant propose des plats bien de chez nous. Le tchébou poisson, tchébou djen, tchébou yap, tchébou guinard, du yassa. Il y a un peu de tout pour faire plaisir à la communauté. Et en cette période de Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, c'est tout simplement un lieu de rendez-vous pour notre équipe également. Aujourd'hui, on en a profité pour déjeuner ici. Vous voyez l'équipe. C'est également un lieu de rendez-vous finalement pour toute une communauté. Et on va retrouver le propriétaire justement de cet endroit avec qui on va échanger un tout petit peu sur l'historique de la Teranga. Bonjour. Bonjour. Le restaurant La Teranga existe depuis quand? Bon, en fait, le restaurant Teranga existe il n'y a pas très longtemps. C'est récemment qu'on a créé ça. Du fait que bon, la CAN, ça se trouvait ici à Yamoussoukro, surtout notre équipe sénégalaise joue ici. On a tout fait pour avoir ce restaurant pour quand même accueillir nos frères, nos supporters sénégalais. Chaque jour, je rentre à la maison à 2h30 du matin. Vous êtes ici depuis combien d'années? Bon, moi, en fait, je suis là, ça fait quand même un moment. Ça fait plus de 30 ans, 40 ans que je suis là. Celle-là, c'est ma nièce. C'est ma nièce. Bon, elle est là aider la famille. Donc, c'est la fille à ma grande sœur. Elle s'appelle Adi Gueye. Voilà. Bonjour Adi. Bonjour. Nayadef, ça va? Oui, ça va. Ça va, Ningsikao. Ça se passe bien? Oui, très bien. Avec la CAN, il y a beaucoup de monde. Hein? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de monde. Tout le monde est là, les Sénégalais et les Camerounais, Guinéens et tous. Ils viennent manger ici. Nous sommes contents aussi de les recevoir, de voir les Sénégalais et nous nous sentons comme au Sénégal. Vous avez proposé quoi comme menu? J'ai fait du soupe kandje, du tchèb guinard, tchèb djen. Je m'appelle Ayosira Koli, je suis sénégalaise. Et vous vivez ici ou vous êtes juste venue pour la CAN? Non, je suis juste venue pour la CAN. Pour supporter les Lions? Oui. Un message pour les Lions justement? On est fiers de vous et on espère que vous allez gagner la CAN. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là aussi pour la CAN? Oui, effectivement. Vous êtes d'une de Dakar, c'est ça? Oui, de Dakar. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Bon, 2 semaines. Exactement. Le séjour se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Un petit message pour les Lions? On vous encourage et on espère que vous allez gagner encore la CAN, Inch'Allah. Vous êtes là tous les jours? Tous les jours, matin et soir, avec mon ami là, Omar Dien. Bonjour. Bonjour Sarah. Comment ça va? Ça va bien. Ah, vous suivez la matinale? Oui. Vous êtes un fan de Kinkeni? D'RTS surtout, en général. Ah oui, je suis toutes mes émissions là. Merci, c'est gentil. Il est excellent le repas ici ou pas? Ouais, c'est bien. On a eu l'impression en fait que le plat a été préparé à Dakar et expédié ici en Côte d'Ivoire. Donc c'était pas mal. Et puis même les plats ivoiriens sont quand même assez comestibles, quoi, entre le attiéké, beaucoup de poulet, aloko, tout ça.
ça se passe bien. Bon, après, d'un autre côté, il y a beaucoup de restaurants, il y a des fast-food, on peut manger des pizzas de très bonnes. Et donc voilà, sur ce plan-là, on n'a pas de problème. Massiré, il mange quoi tous les soirs? Du poulet. Merci d'avoir regardé cette chronique. On vous retrouve lundi avec le même plaisir. Ce sera un jour de match pour les Lions du Sénégal. Bonne chance encore une fois à nos Gaïndés. On vous souhaite un agréable week-end. À lundi, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup, Sarah Lui. Donc, c'était la matinale Kinkiliba avec toute l'équipe. Abidjan by Night, également les coulisses de la CAN en Côte d'Ivoire avec Anta Seck qui s'est promené dans une boîte de nuit de la capitale du football africain pour l'instant. Voici un extrait. La particularité de la Côte d'Ivoire, c'est que de la vivance, la bienveillance. Il y a beaucoup d'ambiance. C'est-à-dire que tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, ça vit. Abidjan n'est pas doux. Abidjan est très doux, mais il ne faut pas dire ça. Maman, Abidjan est doux. Mais Dakar est Dakar. Ah! Dakar est Dakar. Dakar est Dakar. J'ai un petit doute. C'est pas ce qu'il me disait tout à l'heure. Vraiment, on se rend compte qu'on a un pays magnifique, un pays de fêtards, des gens gentils et qui aiment le Sénégalais. Sarah, comme chaque soirée, il y a un côté VIP, côté get to be. Alors, on va faire un peu le tour du côté VIP, voir ce qui se passe de ce côté-là. Je sais qu'il y a plein de blowers, hein, comme on aime les appeler chez nous à Dakar. On va y voir. Vous êtes vraiment le frère à Burna Boy? Ouais, tout à fait. Vrai frère? Pas le vrai frère. On est le frère. On est la famille. Ok, d'accord. Alors, Burna Boy qui va presser ici ce soir. Ouais. Il connaît un succès international. Ouais, tout le monde le connaît. C'est le mieux au monde entier. Il y a beaucoup de monde, une bonne ambiance et ça va bien se passer. L'atmosphère, l'accueil, la joie de vivre, la bonne ambiance. I love Abidjan. It's my third time here and I'm going to keep on coming again and again. I'm having a good time. Il fait beau vivre, tout le monde. La nuit dure jusqu'à très tôt matin, on va dire ça. Franchement, j'ai critiqué la Côte d'Ivoire, mais en vrai, c'est structuré, les infrastructures, elles sont là. Tout est à disposition pour que tous les invités de l'Afrique puissent être en bonne osmose et tout, etc. Donc, chapeau. Venez à Abidjan, Abidjan est le plus doux au monde. Ça n'a rien à dire. Abidjan est doux. Sarah, j'ai découvert des Sénégalaises qui se cachent. Je vais aller m'asseoir auprès d'elles-mêmes, au milieu, entre elles. Elles se cachent. Nénama, tu n'as pas fait ça. Si, j'ai bien fait ça avec nos belles Sénégalaises. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Sénégalaise. Nangendef? Magnifique. Yéen ci jàmm? Dégg ngeen wolof? Bu baax. Foo leen dëkk? Sénégal, xanaa. Vous êtes venu juste pour la CAN? Non, moi je vais ici. D'accord. Et vous? Moi je suis venue pour la CAN. D'accord. Est-ce que vous supportez une équipe spécialement? Vous, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, le Nigeria. Moi le Sénégal. Sénégal rek. Le Nigeria. Congolaise, c'est le Congo qui va gagner la CAN. Vu qu'on a que notre pays, on a que la patrie. Ah ben, l'engagement qu'on a est inné, et voilà, on suit l'équipe partout dès qu'on peut. Alors l'équipe dégage une certaine force collective, un peu trop à mon goût parce que ça commence à me faire peur. Tous les consultants disent que le Sénégal est favori de cette compétition et moi j'aime bien quand on avance caché. Voilà, merci beaucoup Anta Seck. Et puis je rappelle que donc Youssouf Kaba également est attendu à Abidjan, notamment donc pour la prochaine étape avec la future victoire des Lions du Sénégal. Abidjan by Night avec Youssouf Kaba. Et puis, mesdames et messieurs, dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions dans cette édition. Je vous le dis en titre, nous restons à Dakar avec cette tempête de sable. Le pays restera globalement couvert sous la poussière jusqu'à dimanche. Ce sont les dernières prévisions de la météo. Pêcheurs, simples citoyens, tout comme les experts en santé appellent donc au strict des mesures édictées pour se protéger de la poussière. Mamoudou Sakine. Dakar enveloppé dans un épais manteau de particules de sable en provenance du Sahara.
Au quai de pêche de Soumbédioune, les pêcheurs naviguent entre le respect des alertes météo et le désir persistant de prendre la mer à tout prix. C'est risqué d'aller en mer en ces temps poussiéreux. Même si on est équipé d'appareils GPS, il ne faut pas tenter d'y aller. Malgré le temps qu'il fait, nous partons tous les jours en mer sans problème. Nos pirogues sont équipées d'appareils GPS. Face à ce phénomène, l'inquiétude grandit au sein de la population, d'où cet appel à l'endroit des parents. Il y a trop de poussière ces derniers jours, comme annoncé par la météo. Je demande donc aux parents de bien protéger leurs enfants. Cette tempête de sable présente des risques sérieux pour la santé. La situation nécessite des mesures préventives, surtout pour les personnes vulnérables. C'est éviter de sortir dehors, éviter de rester longtemps dehors, éviter également de faire du sport dehors. Et en plus de ça, il faut porter des masques. On sait que les masques ont leur importance parce que ça permet de protéger les voies respiratoires. Car dans cette poussière, nous retrouvons de fines particules qui peuvent passer par les narines ou la bouche et aller au niveau des bronches, entraîner ce qu'on appelle des rhinites, des bronchites, des crises d'asthme. Les visibilités seront encore réduites et la qualité de l'air mauvaise au cours des prochaines 72 heures, selon les dernières prévisions de la météo. Donc les visibilités ont été fortement affectées. Et jusqu'à présent, à Dakar, nous notons quand même que la visibilité reste en dessous de 2000 mètres. Donc pour montrer l'impact carrément qu'a eu la poussière sur les zones qui ont été contaminées. Et c'est d'ailleurs tout le pays qui a été affecté par cette poussière. Jusqu'au dimanche, le pays restera globalement sous couvert poussiéreux, avec des visibilités qui vont être toujours affectées. La vigilance devrait alors être de mise pour parer à toute mauvaise surprise. Pour ce faire, il est impératif de suivre les bulletins météorologiques et de respecter les recommandations des experts en santé. Voilà donc Mamadou Sakine donc avec la poussière qui continue jusqu'à dimanche. Et puis je vous lisais en titre ce livre publié par le journaliste Samba Mangane, gouvernement du Sénégal de 1957 à 2023. Une véritable encyclopédie comme vous pouvez d'abord découvrir en off ici voilà avec notamment plus de 441 ministres, 13 premiers ministres et les 4 présidents du Sénégal jusqu'au président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall. Une véritable encyclopédie donc publiée par le journaliste Samba Mangane. Et pour en parler tout de suite, nous accueillons Samba Mangane qui est en direct depuis le consulat du Sénégal à Lyon avec lui. Samba Mangane, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver, de retrouver un ancien de la RTS. Bonjour tout d'abord. Bonjour, Cheikh Bamba, le plaisir est partagé. Bonjour à tous mes confrères de la RTS. Voilà. Samba Mangane, donc on l'a vu, vous venez de publier ce livre encyclopédie gouvernement du Sénégal de 1957 à 2023. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à faire une telle production, Samba? Voilà, merci. Ce qui m'a poussé, c'est d'abord vouloir rendre hommage à ces commis de l'État, ces grands commis, qui ont tout donné à ce pays. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, dont la plupart sont méconnus ou peu connus par les Sénégalais, le commandant sénégalais, surtout par la jeune génération. C'est une façon pour moi de leur rendre hommage et de permettre aussi à cette génération nouvelle de savoir qui est qui et ce qu'ils ont fait pour ce pays, le Sénégal. Ensuite, par la même occasion, permettre aussi à mes jeunes confrères d'éviter certaines erreurs concernant ces personnalités qui sont souvent, qui ne sont pas très connues par la presse, disons-le, puisqu'il y a souvent des amalgames concernant ces ministres et présidents de la République. Voilà, Samba, dans l'écriture de ce livre, comment vous avez procédé, comment vous êtes parvenu à rassembler toutes ces archives? Est-ce que vous avez travaillé avec les archives nationales ou bien avec d'autres personnes qui ont collaboré dans la production de ce livre? Et effectivement, j'ai fait mes recherches au niveau des archives nationales, mais permettez-moi de venir un peu en arrière pour dire que ce travail, c'est la continuité de celui qu'avait fait des devanciers. Il s'agit de Babacar Ndiaye et Babacar Ndiaye qui nous a quittés récemment et Wali Ndiaye qui sont des archivistes et documentaristes de profession qui ont travaillé de 1957 dans la période à laquelle le Sénégal était sous tutelle de la France, la période coloniale, avec un gouvernement dirigé par Pierre Lamy, dont le vice-président était Mamadou Dia. Ils ont travaillé
jusqu'à une certaine période. Mais moi, j'ai constaté qu'il faut la continuité. Toute une œuvre n'est jamais parfaite. Et que sous l'ère Macky Sall, il n'y a pas eu d'archives de ce genre. Et je me dis que c'est l'occasion de les immortaliser et l'occasion aussi de rendre hommage au président Macky Sall qui a lui aussi, comme ses devanciers, beaucoup fait pour le Sénégal. Au moment où il décide de quitter le pouvoir, je crois que c'est un hommage à ma façon. C'est une façon de lui rendre un hommage comme ses prédécesseurs. Pour en revenir maintenant à votre question, il faut dire que le travail n'a pas été facile. Je me suis inspiré de ces œuvres, des devanciers, ensuite des recherches au niveau des archives nationales. Au niveau du quotidien Le Soleil, j'en profite pour remercier le directeur général Yakham Mbaye, mes confrères Daouda Mané et tous ceux qui sont sur place, puisqu'ils ont été à ma disposition, ils ont mis à ma disposition les archives, les photos qui sont là-bas et que j'ai pu consulter. J'ai rencontré aussi beaucoup de personnalités. J'ai appelé les concernés. Certaines ne me connaissent pas, mais dès que je leur ai envoyé des messages, ils ont répondu, ils m'ont envoyé leur CV. Pour ceux dont je n'ai pas pu avoir grand-chose, je me suis contenté des recherches sur le net. Et je me suis aussi approché des familles, souvent des enfants, de leurs épouses, de leurs proches, qui m'ont donné beaucoup d'informations et surtout des anecdotes. Le livre vous a pris combien de temps dans son écriture, Samba Mangane? Parce que c'est une production gigantesque quand même. Les recherches et l'écriture m'ont pris 2 ans. 2 ans de recherche, et puisque vous savez que parler de plus de 440 personnes, ce n'est pas une chose facile. Et parmi ces personnes, il faut dire qu'il y a 29 qui ont été ministres pendant la période coloniale, 75 sous le président Senghor pendant 20 ans, 117 sous le président Abdou Diouf pendant 19 ans et 3 mois, 143 sous Abdoulaye Wade pendant 12 ans et 128 sous Macky Sall d'avril 2012 au 31 décembre 2023, puisque j'ai arrêté mes recherches au 31 décembre exactement pour maintenant produire. Et voilà, donc les recherches, c'était difficile, mais avec l'aide de ces gens, surtout de mes confrères aussi, j'ai pu avoir beaucoup de choses, surtout les confrères des régions, puisqu'il y a des ministres qui habitent dans les régions, et ce sont les confrères qui habitent dans ces régions qui m'ont permis d'avoir des informations les concernant. Vous avez parlé de devanciers, mais le constat qu'on fait quand on découvre ce livre que vous venez de publier, c'est que c'est quand même rare de voir une telle production avec toutes les personnalités donc, des gouvernements du Sénégal qui sont fixés là-dedans. Quel est l'objectif que vous visez globalement? L'objectif, comme je l'ai dit au début, permettre donc aux confrères d'abord de pouvoir faire des recherches facilement, permettre aux étudiants et ceux qui font des recherches pour leur thèse et mémoire d'avoir des bonnes informations concernant ces comités de l'État. C'est un document aussi pour l'administration sénégalaise, il faut l'avouer. Je crois que ça permettra à l'administration de mieux archiver, de mieux connaître ces commis. Et dorénavant, je crois qu'il faut maintenant faire comme dans les pays développés. À chaque fois qu'il y a un remaniement, à chaque fois qu'il y a une nomination d'un ministre, il faut avoir le CV pour permettre à ceux qui font des recherches de connaître qui sont ces personnalités, puisque ça faciliterait le travail de recherche pour tous ceux qui sont intéressés par l'histoire politique du Sénégal. Le livre a été préfacé par le Premier ministre Amadou Ba en France avec son voyage récemment en France, au nom du président Macky Sall. Effectivement, vous savez que dès que j'ai eu le projet, j'en ai parlé à des amis. À des personnalités. D'abord, le ministre Aïssata Tall Sall, qui est une sœur, j'en profite pour lui dire bonjour. Et le Premier ministre Amadou Ba, ici à Paris, ils m'ont donné des conseils, ils m'ont encouragé et m'ont accompagné. Et je dis qu'après, quand le Premier ministre est venu ici, je lui ai demandé de préfacer le livre en tant que chef du gouvernement, ce qu'il a accepté parce que ça concerne le gouvernement, c'est l'exécutif. Et il l'a fait au nom du président de la République. Comme je l'ai dit, c'est une façon de lui rendre hommage. C'est une œuvre dédiée au président de la République et le Premier ministre a accepté de préfacer cet ouvrage
Et je crois que c'est l'occasion aussi de lui dire merci, malgré son calendrier et son programme très chargé. Samba Mangane, vous êtes journaliste de renom, journaliste politique, journaliste surtout sportif, connu dans le monde du sport. On vous connaît beaucoup dans le sport. Vous êtes maintenant dans la diplomatie, vous avez fait beaucoup de missions consulaires. Comment vous voyez aujourd'hui le rayonnement de la diplomatie sénégalaise sous la conduite du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, comme vous l'avez dit, une façon de lui rendre hommage? Je crois que la diplomatie est sur la bonne voie. Elle l'a toujours été, mais elle a été aussi, il faut le reconnaître, sous les devanciers, mais surtout sous le magistère du président Macky Sall, qui a eu la confiance de ses pairs, qui a dirigé beaucoup d'organisations, président de l'Union africaine, président de l'OCI, qui a été récemment plébiscité, décoré, distingué par la Oumma islamique, la Ligue islamique mondiale, qui est devenu envoyé spécial pour les 4 pays, le pacte de Paris pour les peuples et la planète, avant donc de quitter le pouvoir. Je crois que c'est une occasion de dire que le rayonnement de la diplomatie sénégalaise ne se discute pas. La preuve, dans cet ouvrage, Cheikh Bamba, il y a eu beaucoup d'administrateurs civils. Ils sont 51. Il y a 56 enseignants. Il y a 4 ministres militaires, des officiers supérieurs. Mais il y a surtout 68 qui ont fait la diplomatie. Donc, je crois que ça, c'est un record. 68 ont fait la diplomatie, ce qui veut dire que, ce qui prouve que la diplomatie sénégalaise se porte bien, et puisque le Sénégal a été sur tous les fronts, là où il y a la recherche de la paix et de la stabilité, nous avons toujours été présents. Quand est-ce que vous serez au Sénégal pour la dédicace du livre? Je rappelle qu'ici pour la RTS, on l'a, avec ce livre déjà dédicacé à Ousmane Gari Faye, le chef d'information, qui va certainement le remettre à M. Racine Talla, le directeur général de la RTS. Quand est-ce que vous serez là pour la dédicace? Est-ce que vous en ferez don, par exemple, pour les universités ou bien certaines écoles pour connaître l'histoire du Sénégal? Bon, pour la dédicace, vous savez que moi, je suis diplomate, je suis en poste, et un diplomate ne peut pas se déplacer quand il veut. Il me faut demander une permission, mais je crois que ce ne sera pas compliqué puisque c'est pour un travail d'État. Je vais demander cette permission et je pense que sous peu, je pourrai être à Dakar pour cette dédicace. Il y a déjà, comme tu l'as dit, cet ouvrage a été offert au président de la République, au Premier ministre, à certaines personnalités, il faut le dire, comme Youssou Ndour, qui a appelé, qui est très satisfait au directeur général de la RTS, Racine Talla, par vos soins et par le soin de Ousmane Gari Faye, à beaucoup de confrères déjà et de beaucoup de personnalités qui m'ont aidé dans ce travail. Et je crois que sous peu, on pourra faire cette cérémonie de dédicace. Et maintenant, pour ce qui est de l'offre aux universités, aux archives nationales, au Soleil, à l'EBAC, aux étudiants, sera chose faite. Mais quand même qu'on me permette d'abord d'entrer dans mes fonds, puisque ce livre a été publié, a été fait sur fonds propres. Et dès le moment que je pourrais rentrer dans les fonds, je crois que je pourrais en faire revêtu, puisque moi je suis issu de l'université, surtout du CESTI. Et je crois que c'était des documents que je pourrais mettre à la disposition du CESTI, comme l'a fait Amadou Aligné, qui a été mon professeur, à en offrir à l'EBAT pour des recherches, aux archives nationales, au Soleil et à toute la presse. Ça, je crois que ce n'est pas un problème et ça sera fait, Inch'Allah. Et juste une toute dernière question. Le retour des familles, est-ce que vous avez eu le retour des familles ou bien des ministres qui sont cités dans ce livre? Mais j'avoue qu'ils sont très nombreux et vraiment, je suis comblé. Puisque mes confrères, des personnes anonymes m'ont appelé, comme je l'ai dit, le premier à m'appeler, il faut l'avouer, c'est le ministre Youssou Ndour. Dès qu'il a reçu son ouvrage, il m'a aussitôt appelé. J'ai reçu des appels de partout, de l'actuel ministre, d'anciens ministres, de leur famille, des amis, des confrères. Et vraiment, je dis que ça me va droit au cœur. Et je dis merci aussi à la presse, puisque depuis que l'ouvrage est annoncé, ils sont mis à fond. Ils sont très nombreux, je ne vais pas les citer, mais ils m'ont aidé à faire la promotion et la publicité de ce livre. C'est pourquoi je dis que moi aussi, à mon tour, c'est un livre que je pourrais offrir à mes cadets et surtout aux écoles de formation. Samba Mangane, merci beaucoup. Ça a été un plaisir.
C'est pour moi. Merci, cher Bamba. Merci à vous tous. Voilà, donc c'était Sam Mangane qui vient de publier ce livre Gouvernement du Sénégal de 1957 à nos jours. Donc un livre que je vous recommande en tout cas, qui est là, donc disponible et bien entendu, il sera donc là à Dakar pour donc sa dédicace avec ses livres publiés par Sam Mangane. Et voilà, ça c'est l'exemplaire de Ousmane Gari Faye qui va le remettre au directeur général, Monsieur Racine Talla. Voilà. Et puis avant de clore cette édition, donc avec nécrologie, le décès de Abbas Ndione, donc Serigne Abbas Ndione, qui est né le 25 janvier, décédé ce 25 janvier à Bargny, écrivain, infirmier à la retraite, père de 7 enfants. Son premier roman, La vie en spirale, parle de la consommation et du trafic donc de chanvre indien cannabis en 1998, publié par la maison d'édition parisienne Gallimard. La vie en spirale sera ensuite étudiée dans les écoles au Sénégal. S'ensuit également Ramata, ou en 2000 Mbokmi, qui parlait également de l'immigration clandestine, qui est plutôt une longue nouvelle en 2008. Il sera inhumé ce vendredi à la Grande Mosquée, et la levée du corps est prévue donc à la Grande Mosquée de Bargny ce vendredi, avec l'inhumation bien entendu à Bargny. Voilà. Et puis avant de clore cette édition, je vous fais lecture de ce communiqué, encore une fois, de la Direction générale des élections. Il est porté à la connaissance des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024 que la carte électorale, c'est-à-dire les listes des bureaux de vote, a été fixée par arrêté numéro 001785 en date du 23 janvier 2024. La consultation peut être faite au niveau des préfectures par les plénipotentiaires désignés, fait à Dakar ce 26 janvier 2004. Kendela Fall, directeur général des élections. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci à toute l'équipe de coordination. Dans la perspective de l'élection présidentielle du 25 février 2024, la distribution des cartes d'électeurs va se poursuivre sur l'ensemble du territoire national du 10 janvier 2024 au 24 février 2024, veille du scrutin